Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage pour justement commencer ce programme du soir. Bienvenue également si vous nous rejoignez pour ce programme du soir. Encore notre éditorialiste Mamadou Diouf pour décrypter l'actualité. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Tchad, succès Masra à la tête du gouvernement. Qu'est-ce qui va changer? Ce sera notre interrogation avec vous. Ce 1er janvier 2024, le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a signé un décret portant à la tête du gouvernement succès Masra. Il est chargé de former un nouveau gouvernement qui aura pour tâche principale l'organisation des élections à la fin de la transition qui court jusqu'à octobre 2024. Succès Masra, hier opposant farouche au régime, aujourd'hui Premier ministre. Avez-vous été surpris par sa nomination? J'avoue que je n'ai pas été surpris. Puisque quand on regarde le processus qui a abouti à son retour au Tchad, il n'y avait aucune transparence dans ce processus. Sur ce plateau, on a répété plusieurs fois, d'abord, qu'est-ce qui est écrit sur le document qui sert d'accord? Nul ne le sait. Tout à fait. Mais tout le monde sait qu'également, souvent, quand on signe ce genre d'accord, il y a des parties qu'on appelle parties secrètes, ou même quand on publie le document, vous avez des éléments qu'on ne met pas à la disposition des gens. La deuxième chose qui fait que ce n'est pas une surprise, c'est que quand il est arrivé, quand il est retourné au Tchad, on a vu un autre succès Masra, qui est très différent du virulent, du radical par rapport au pouvoir en place. Tout le monde l'a entendu dire qu'il n'est pas ennemi au président de la République, mais ça, oui, tout le monde le savait. On ne parle pas d'ennemi, on parle d'adversaire. Personne n'a jamais considéré que c'était l'ennemi du président actuel. Mais on l'a vu faire du ni oui ni non par rapport au référendum, oui, faire ensuite du oui par rapport au référendum et se mettre dans une posture de justification. C'est-à-dire, oui, c'est le moindre mal, c'est pour la paix du Tchad, etc. Et quand tu vois quelqu'un dans cette posture de justification, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc moi, sur cet aspect, franchement, je n'ai pas été surpris de le voir rentrer au niveau du gouvernement, puisque quand on connaît l'histoire politique de nos pays, l'entrisme, comme on l'appelle au Sénégal, Maître Wade l'avait fait avec le président Abdou Diouf, on chauffe la rue, après on rentre dans le gouvernement, on se remplit les poches, on place ces gens dans les ministères et autres pour pouvoir faire de la politique également pendant qu'on est dans de très bonnes positions. Après, quand les élections s'approchent, on trouve la plus petite excuse, on quitte le gouvernement pour reprendre sa posture de chef de l'opposition. Je ne suis pas sûr qu'il va le réussir. Donc, sous cet aspect, franchement, moi, je n'ai pas été surpris. Là où il y a surprise maintenant, c'est sur la doctrine Masra. Anti-système. Contre la présence française. Je ne crois pas que le président Déby fils est très loin de la France. Et il rentre dans son gouvernement. On vient de valider la nouvelle constitution. Ben, dans cette nouvelle constitution, les pouvoirs du président de la République ont été renforcés. Voilà. Ben, en tant que Premier ministre, il changera quoi? Il sera sous l'ordre de Mahamat Idriss Déby. Ben, c'est là où maintenant, il va avoir des difficultés pour s'expliquer par rapport aux gens. Parce que je ne crois pas que c'est ce qu'il a vendu au peuple tchadien depuis qu'il est dans l'opposition que le président Déby va lui permettre de dérouler pendant qu'il est Premier ministre. Alors, son entrée au gouvernement, vous aviez évoqué par exemple tout à l'heure le cas de Maître Abdoulaye Wade au Sénégal. Est-ce qu'entrer dans le gouvernement de son principal opposant, ou du moins c'est peut-être du président à qui on est opposant, est-ce qu'en soi cela est une mauvaise chose? Non, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que là aussi, il faut qu'on fasse attention. Opposition ne signifie pas qu'on ne peut pas s'asseoir sur la même table que le pouvoir. Alors qu'est-ce qui pose problème pour le cas tchadien? Mais ce qui pose problème, c'est les prises de position qu'il avait eues auparavant. Généralement, quand on le fait, on organise ce qu'on appelle soit un gouvernement de transition, soit un gouvernement d'union nationale, soit un gouvernement élargi. Où avant la mise en place du gouvernement, on s'entend sur un certain nombre de choses. Et qui sont publiés. Parce que tant que ce n'est pas publié, moi, les politiques, tout ce qu'ils signent, et ils n'acceptent pas de nous montrer le papier qu'ils ont signé, je ne frapperai même pas une souris pour cela.
Parce que vous ne saurez jamais qu'est-ce qui a été dit en dessous. Rappelez-vous, Gbagbo, j'ai dit Gbagbo, Bédié et Ouattara, quand ça chauffe, ils se rencontrent, ils sortent, ils disent qu'ils se sont entendus. Personne ne sait sur quoi ils se sont entendus et on revoit après les conséquences quelques mois plus tard. Donc c'est un peu ça le problème. Moi, je suis d'accord qu'une opposition peut entrer dans un gouvernement. Puisque quand on est au gouvernement, quand on est dans un État, on est là pour servir les populations. Le malheur, c'est que dans les dialogues qui se font, pouvoir et opposition, vous avez parfois de la malhonnêteté de part et d'autre. La malhonnêteté la plus connue, c'est l'absence de sincérité des gouvernants qui très souvent organisent un dialogue pour dépasser une crise en ne changeant absolument rien par rapport à ce qui est revendiqué. Vous avez parfois cette même malhonnêteté également au niveau de l'opposition, où des gens viennent à un dialogue en espérant qu'à l'issue du dialogue, on va ouvrir un peu le gouvernement et en espérant qu'eux, ils vont pouvoir aller s'asseoir à la table et boire également dans la soupe républicaine. Mais quand on a des politiques de la sorte, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un opposant qui rentre dans le gouvernement, la réaction est plutôt une réaction négative. Mais un opposant doit bien pouvoir rentrer dans un gouvernement à condition qu'en entrant dans le gouvernement, ce qu'on connaissait de son programme, ce qu'on connaissait de son discours, que le gouvernement accepte, pas d'intégrer le tout bien sûr, mais au moins d'intégrer une partie. Qu'on sache que ce n'est pas de l'entrisme, comme on le dit au Sénégal, où on rentre pour participer tout simplement au festin républicain, ce n'est pas autre chose. Masra, pour le moment, ne l'a pas encore prouvé. Et c'est ça qui pose problème et il aura du mal à convaincre une partie de ses partisans, parce que certains ont commencé à bouder, mais il aura surtout du mal à convaincre ceux parmi les Tchadiens qui ne sont pas parmi les transformateurs, mais qui étaient plutôt convaincus par le discours qu'il tenait, mais ceux-là risquent de ne plus se retrouver dans son camp. Ne parlons pas de Wakil Tama qui est resté dans sa position, qui n'a pas suivi Masra, puisque Masra a signé tout seul. Il n'a pas signé pour toute l'opposition. Alors, est-ce que cette nomination pourrait être interprétée comme étant une opportunité offerte à Masra d'entrer dans le système et, en étant dans le système, de mieux organiser l'organisation, si je puis me permettre, des élections? Parce qu'on sait qu'on a toujours critiqué ces organisations des élections au Tchad, surtout celles qui viennent, qui normalement donnent l'opportunité au président de la transition de se présenter. N'est-ce pas peut-être une opportunité pour Masra de remettre les choses en ordre pour des élections équitables, acceptées par tous? Si les choses devraient se passer comme vous le dites, mais ce serait une très bonne chose. Ça permettrait au Tchad d'avoir des élections libres, transparentes, qui vont être reconnues. Mais encore une fois, le président de la République, avec ses pouvoirs, il n'a pas encore mis en place son gouvernement au moment où nous parlons, mais dans ce gouvernement, il pourra mettre qui pour pouvoir contrôler cette question électorale? Et ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on est en mesure de régler la question électorale. Elle est beaucoup plus complexe que le fait qu'on soit ministre en tant que tel. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que généralement, il y a des conflits sur les questions électorales. Il y a plusieurs variantes. On s'entend pour confier les élections à un personnage reconnu comme un personnage neutre qui ne fait partie ni du pouvoir ni de l'opposition. Le Sénégal l'a fait en mettant un général au niveau de l'organisation des élections, et c'est comme ça que Maître Wade est venu remplacer le président Abdou Diouf. Ça peut se faire également en mettant en place une véritable CENI, c'est-à-dire une commission qui organise véritablement les élections. Et quand je dis qui organise véritablement les élections, même dans la mise en place de la CENI, il y a un certain nombre de règles et de principes qui doivent être respectés. Parce que si ce n'est pas respecté, la CENI est là en tant que contenant, le nom est là, mais la CENI n'a aucune indépendance, puisqu'on commence par nommer le président de la CENI qui va être un très proche du président de la République. On fabrique des majorités mécaniques dans la CENI en disant on fait venir les femmes. Et en faisant venir les femmes, je choisis celle qui est dans le même parti que moi, mais qui dirige un autre mouvement de femmes qui se dit société civile. On la copte société civile. Quand vous faites les comptes, la majorité est déjà acquise de façon mécanique. C'est cette malhonnêteté qui nous tue actuellement. Et ça fait que parfois, on s'en prend à un système que nous avons choisi, alors que ce n'est pas le système qui nous pose problème. Ce sont les hommes qui posent problème avec ce système électoral, puisque c'est ça qui est l'habitude, c'est ça que l'on voit faire au niveau de nos pays. Est-ce qu'il pourra le faire? Ou bien, au contraire, est-ce qu'il sera là
Et malgré qu'il soit là, on va organiser des élections qui pourront être des élections calamiteuses, comme on le voit souvent en Afrique. Mais au sortir de ce gouvernement, il va dire quoi aux Tchadiens en ce moment? Mais c'est là où il va falloir faire très attention parce que c'est vrai que ça peut être une stratégie. Rentrer dans le gouvernement parce que être opposant est difficile, hein, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Donc on peut rentrer dans le gouvernement pour s'approvisionner parce que ça se fait. On peut rentrer dans le gouvernement également pour connaître l'adversaire de l'intérieur, pour trouver davantage d'arguments. On peut rentrer dans le gouvernement parce qu'il n'est pas facile, il faut le reconnaître, d'être opposant dans une bonne partie des pays africains, mais ça sera à ses risques et périls. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est un opposant qui vient prendre au niveau du poste de Premier ministre la place d'un autre opposant qui avait tenu tête à Déby Père. Et qui finalement s'est confondu à Déby Fils. Mais tout à fait, c'est pourquoi Saleh Kedzabo, aujourd'hui, s'il s'est présenté comme candidat de l'opposition, quelle opposition va suivre ce monsieur? Pourtant, dans l'histoire politique du Tchad, il a joué un rôle qu'on ne peut pas nier. Mais est-ce que ce que j'avais dit sur ce plateau, Déby Fils n'est pas un Déby Père caché? Puisque ce qui s'est souvent passé au Tchad, c'est que quand la situation est tendue, effectivement, une des façons de régler le problème, c'est de prendre l'opposant qui crée le plus de problèmes et le mettre à l'intérieur du gouvernement, avec un poste assez intéressant, et qui finalement se noie à l'intérieur du gouvernement, et même s'il veut retourner à l'opposition, il a du mal à convaincre les opposants qu'il avait laissés en dehors du gouvernement. Alors avec cette nomination, qu'est-ce qui va réellement changer? Mais c'est toute la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il va avoir comme marge de manœuvre? Parce que pour changer, il faut avoir une marge de manœuvre. Et si on s'en tient à la dernière révision de la Constitution, le président actuel se retrouve avec des pouvoirs qui ont été renforcés. On a un pouvoir, j'allais dire, présidentialiste. Ça dépasse même juste un régime présidentiel. Mais dans ce pouvoir, le Premier ministre, c'est qui? C'est celui que le président nomme, mais qu'il peut également dégommer quand il veut. Et il n'aura de compte à rendre à personne quand il va le dégommer. C'est la politique de qui on va appliquer? C'est la politique du Premier ministre ou c'est la politique du président de la République? Président, bien évidemment. Il aura quelle marge de manœuvre dans le choix de ses collaborateurs ministres? Combien de ministres on le laissera choisir? Mais s'il se retrouve dans un gouvernement où il est la seule, avec 2 ou 3 membres de son parti, les transformateurs, à qui on confie de façon générale des postes ministériels qui ne sont pas les plus fondamentaux, il changera quoi dans ces conditions? Mais son profil d'opposant, son profil d'intellectuel, mais il aura beau rentrer dans le gouvernement avec tout cela, si la marge de manœuvre n'est pas là, mais il ne pourra pas changer grand-chose dans la marche actuelle du gouvernement. Ses partisans disent, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît, il a un doctorat, donc il va apporter quelque chose. Ben, c'est le discours qu'un partisan peut tenir. On va attendre de voir en réalité qu'est-ce qui va changer. En ce moment, on saura s'il a eu une stratégie gagnante ou bien s'il a eu une stratégie perdante. Alors la technique Déby, c'est une machine finalement à dompter les opposants, on dirait. Ben, c'est la réalité du Tchad depuis toujours. Déby Père l'a utilisé pour passer pratiquement 30 ans au pouvoir. 30 ans. C'est pourquoi je disais, Déby Fils est en train de faire exactement comme Déby Père, puisqu'on a vu comment l'appeler, on a vu la formule. Le père l'a fait plusieurs fois et ça a marché. Le fils l'a fait avec Saleh Kedzabo, ça a marché. Mais il est en train certainement d'essayer la même formule également avec succès Masra. Et quand vous regardez, la première chose que la formule produit à chaque fois, c'est la division de l'opposition. Quand Saleh Kedzabo est rentré dans le gouvernement, c'était le premier effet. Finalement, c'est lui, avec ceux qui étaient partis avec lui, qui sont allés au dialogue national. Aujourd'hui, succès qui n'était pas allé au dialogue national rentre dans le gouvernement, mais il cautionne, parce que c'est clair, hein, il cautionne les résultats du dialogue qu'il avait dénoncé, pas de façon même passive, mais de façon active. Il a même voulu organiser son dialogue populaire à part, et c'est ça qui a conduit à ces 50, 60, 300 morts, puisque chacun donne son chiffre. Oui. Vous parlez des manifestations du 20 octobre 2022. Tout à fait. C'est pourquoi Wakil Tama lui dit, mais attendez, on était ensemble. Voilà ce qu'on revendiquait. Parmi les revendications, il ne faut pas que quelqu'un qui est dans la transition puisse être candidat, y compris Déby Fils. Maintenant, succès qui est rentré comme Premier ministre,
est-ce qu'il pourra être candidat à l'élection présidentielle? En tout cas, c'est le principe. Les conditions constitutionnelles le lui permettent. Mais c'est le principe que lui, il avait défendu. Je ne parle pas des textes. C'est le principe qu'il avait défendu. Mais où est la moralité en ce moment? Il ne croyait pas ou bien il le disait pour écarter tout simplement des bifis? C'est des questions que Wakil Tama pose et qui sont pertinentes. La question des 300 morts, 100 morts, 60 morts. Il a défendu, même quand il est parti en exil au départ, une commission d'enquête même internationale pour qu'on fasse la lumière et que les tueurs soient sanctionnés. Ce qui est tout à fait normal. Mais dans il a l'accord, écopé d'un mandat d'arrêt international. Oui, mais dans l'accord qu'il a signé, on a amnistié tout le monde de façon générale sans faire de distinguo. Donc, même ceux qui ont tué ont été amnistiés en même temps. Ce que Wakil Tama également lui reproche en lui disant non, vous avez favorisé l'impunité. Et certains même, il y a une dame qui fait partie des transformatrices, s'il faut l'appeler ainsi, qui s'est plaint en disant mais à cause de lui, beaucoup de gens sont aujourd'hui dans la difficulté. Beaucoup de gens aujourd'hui sont handicapés. Beaucoup de gens sont morts. Et qu'est-ce qu'il fait de tous ces gens quand il va rentrer dans le gouvernement? Mais il va devoir répondre à des questions qui vont être extrêmement difficiles et la justification ne lui permettra pas de s'en sortir, sauf bien sûr si on lui donne une marge de manœuvre extrêmement large qui lui permette de changer de façon visible un certain nombre de choses pour le Tchad. Mais il a combien de temps pour le faire? Vous croyez qu'avec le temps qu'il a, d'ici la prochaine élection présidentielle, il peut entraîner au Tchad des transformations, puisque c'est ça l'expression de son parti, des transformations tellement importantes qu'on va reconnaître qu'il a changé le Tchad en quelques mois? Je ne suis pas un illusionniste, j'ai du mal à y croire. Sauf que pour le moment, Succès Masra n'a que peu de temps. Il a 10 mois pour cela. Les élections de fin de transition, ce sera normalement en octobre 2024. Oui, c'est pourquoi je disais il a combien de temps tout à l'heure. Bon, il vient d'arriver au gouvernement. Si c'était quelqu'un qui avait été Premier ministre, qui revient au poste, on dit qu'il connaît déjà les contours, mais il vient d'arriver. Il lui faut combien de mois pour être bien assis sur son fauteuil de Premier ministre, connaître l'ensemble des ministères? Parce que généralement, c'est un peu le défaut également dans nos oppositions. Il n'y a pas de programme de gouvernement, on critique, c'est vrai, on fait des propositions, mais quand les gens arrivent sur le terrain, vous voyez le tâtonnement, vous vous rendez compte que les gens n'ont pas la main par rapport à ce qui doit être fait. Mais si c'est son cas, il en a pour 3 mois au moins, avant de savoir c'est quoi, parce qu'il faut savoir d'abord c'est quoi, avant de décider de donner une orientation. Si vous enlevez 3 mois de 10 mois, je ne suis pas sûr qu'en 7 mois, il va changer grand-chose au niveau du cadre. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Nous arrivons à la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Nouveau Info.